Salutations peuple de YouTube, je vous retrouve une dernière fois chez Mimi, donc le vieux chat de ma belle-mère, dont je m'occupe pendant ses vacances. Je ne me suis pas énormément occupée d'elle. Cette fois-ci, c'est beaucoup mon mari qui a pris le relais parce que j'ai juste trop de travail à mon boulot. Et j'ai eu d'autres missions de garde-chat en parallèle, plus le fait que j'ai un bébé pigeon à nourrir 3 fois par jour à la maison. Enfin bon, bref, ma vie est extrêmement chaotique en ce moment. Voilà, il me reste pas beaucoup de place sur mon GSM, pas beaucoup de temps pour faire cette vidéo, mais voilà, je suis explosée. Mais je me suis dit que j'avais envie d'utiliser le temps que j'avais là tout de suite pour vous filmer une petite vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler du tarot de la forêt enchantée. Donc c'est un tarot qui est relativement connu, hein. Je ne suis absolument pas la première à le présenter. Donc il a été traduit en français. C'est un tarot de Mark Ryan et John Matthews, avec des illustrations de Will Worthington, aux éditions Vega, aux éditions Très Daniel. Je ne comprends rien à la hiérarchie chez Très Daniel, mais voilà. Avec ces informations, vous devriez pouvoir le retrouver. Je vois ici qu'il est au prix de 27,90 €. À mon avis, je l'ai payé plus cher que ça. Je pense que je l'ai payé 32 €. Je l'ai acheté à la boutique ésotérique Entre Ciel et Terre, qui se situe au passage du Cinquantenaire, donc à Bruxelles, à Merode, à Etterbeek. Parce que c'est tout près de mon boulot et que, oui, c'est une boutique qui est peut-être un peu chère, mais c'est très chouette d'aller là-bas. Ils ont un grand choix d'oracles et de tarot. Je pense qu'à Bruxelles, c'est eux qui ont le plus grand choix. Et le gars est très sympa. Donc voilà, c'est gai d'acheter les jeux en vrai plutôt que de commander sur internet. Donc quitte à payer quelques euros en plus, c'est pas très grave. C'est un jeu que j'avais sur ma wishlist depuis très longtemps, dont j'avais une copie en anglais. Mais voilà, j'aime pas trop avoir des copies, donc petit à petit, tous les jeux que j'ai en faux, je les rachète en vrai. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est une très grande boîte qui s'ouvre ici comme un petit tiroir. Hop. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis aussi longtemps à me décider à acheter ce tarot. Le livre sent bon. Vous en foutez peut-être, hein, mais pour moi c'est méga important. Enfin, non, c'est pas ça qui va faire que j'achète ou pas un jeu. Mais par contre, ça va contribuer au bonheur que je vais avoir de consulter le livre. Il a un petit côté qui est un peu vieilli. Je regarde de quelle année il est, 2011. Oui, enfin, non, pour moi 2011 c'est hier, mais ça se sent que c'est pas de ces années-ci. Il y a tellement de jeux qui sont sortis récemment et les modes évoluent très vite. Donc ça se sent une fois qu'un jeu a quelques années. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Donc il nous vient avec un vrai livre, un grand livre, hein, qui a la date, qui a le format du boîtier avec une reliure. La couverture est souple, mais on a une vraie reliure. C'est pas un livret, c'est un livre. C'est pas imprimé en noir, c'est imprimé en vert foncé. Ce qui va avec l'ambiance générale du jeu, mais aussi avec le dos des cartes. Donc ça, c'est cool. Les cartes sont représentées dans le livret en nuances de vert. La lumière fait des flickering sur le GSM. J'espère que c'est pas désagréable à regarder. C'est un tarot qu'il était... c'était pas vraiment envisageable que je ne l'ai pas, parce que c'est un thème qui me parle et il y a de très belles cartes. Mais ici, les premiers tirages que j'ai faits, en découvrant les cartes, j'étais... Enfin, pas en découvrant les cartes, en découvrant chaque fois la carte que j'ai tirée, j'étais un peu dubitative. En lisant le guide, ça m'inspirait pas grand-chose. Mais par contre, en prenant le temps d'écrire et de réfléchir sur ce qui était développé, enfin initié dans le livret, j'ai pu développer des trucs très sympas. Donc voilà, c'était un tarot qui me semblait évident d'avoir, que pendant un moment je me suis posé la question, tiens, est-ce que je ne regrette pas de l'avoir acheté?
Et au final, je pense qu'il y a des chouettes choses à développer avec. Donc dans le livre, vous avez une préface de Mark Ryan, une préface de John Matthews, une introduction de Mark Ryan qui parle de la forêt, qui présente la roue de l'année. C'est un tarot qui est inspiré de la tradition Wiccan, qui parle des différents sabbats. Je n'ai pas lu le livre en entier, hein. Je l'ai parcouru pendant les tirages, mais je ne l'ai pas lu de A à Z comme comme j'aime bien faire, au moins à un moment. Ensuite, on commence l'interprétation des lames. Donc, vous avez une illustration pour chaque carte, avec le numéro de la carte et le nom de l'arcane, sa position sur la roue de l'année, une description de ce qu'on voit sur la carte, la signification, et puis des points essentiels de la lecture. Ensuite, vous avez une série de mots-clés. Ça, c'est pour les arcanes majeures. Pour les mineurs, c'est donc... Allez, on a une double page pour chaque carte. Mais pour les mineurs, c'est plus réduit. Certaines cartes ont été renommées. Pour les mineurs, c'est plus réduit et vous avez d'abord un résumé pour l'ensemble de la suite. Les suites aussi ont été renommées. Donc les épées, ce sont des flèches. À chaque fois, je pense à Oflan. Je ne sais plus dans quelle vidéo il avait sorti ça, qu'elle n'aimait pas quand les suites étaient renommées. Et elle prenait comme exemple, on se retrouve avec l'as de fléchette, ça ressemble à rien. Elle me fait rire. Elle me fait rire. Donc les flèches, ce sont les épées. Les arcs, ce sont les bâtons. Les pierres, ce sont évidemment les deniers. Et les vases, ce sont les coupes. C'est relativement intuitif. On a une seule page pour les arcanes mineurs. Le texte est très réduit. Ça ressemble à ceci, donc cette page-là. Donc vous avez le nom de la carte, l'animal, ou enfin ce qui y est représenté, ou un mot-clé, sa position quand même sur la roue de l'année, la signification en quelques phrases, les points essentiels de la lecture en quelques phrases, et quelques mots-clés. Ça, c'est pour les personnages de cours, donc ils sont quand même présentés comme les majeurs, mais en plus réduit, on va dire. Et pour les autres mineurs, vous n'avez pas la position sur la roue de l'année, vous n'avez pas de mots-clés, vous avez uniquement la signification, les points essentiels de lecture, mais vous avez quand même une description. Donc oui, c'est en fait, c'est juste que les majeurs, c'est un mix des deux types de mineurs. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, ou si c'est absolument incompréhensible. Ensuite, troisième partie du bouquin, travailler avec les lames, trouver son chemin. Donc on a quelques propositions de tirage donc en 3 lames, une sorte de croix celtique qu'ils ont appelé l'arc, tellement de l'arbre du monde, qui a l'air très sympa d'ailleurs, que je n'ai pas encore fait. Et il y a des exemples aussi. Il faut un exemple de tirage avec... J'ai mal aux jambes. C'est bien, ça fait 7 minutes, j'ai déjà mal aux jambes. Il y a des fauteuils, il y a une table et tout, hein, mais non, je me mets par terre. Donc il y a un exemple où ils ont choisi une carte pour chacune des positions et ils expliquent ce que ça signifie dans le cadre du tirage. Moi, c'est pas spécialement quelque chose qui me parle beaucoup, mais je sais qu'il y a des gens que ça aide énormément. Ensuite, il y a une proposition de travail qui s'appelle la visualisation de la grotte de l'ermite, qui a l'air d'être une sorte de méditation. Ensuite, on a quelques pages pour prendre des notes, des lectures conseillées et quelques mots sur les auteurs, l'illustrateur et des remerciements. Alors, dans le boîtier, les cartes sont présentées comme ceci, donc avec un boîtier en plastique et les cartes sont coupées en deux. Enfin, le tas de cartes est coupé en deux. C'est vraiment pas ce que je préfère. D'un point de vue gestion de l'espace, c'est sûr que c'est pas mal, mais je sais pas, je trouve pas ça très agréable ni très joli. Voilà, point de vue personnel, tout le monde s'en fout, mais voilà. Les cartes sont brillantes et c'est une matière, elle glisse
Elles sont faciles à manipuler dans le sens où elles glissent entre elles, mais voilà, vous n'allez pas perdre votre paquet tellement il est glissant, donc ça va. Par contre, comme le dos est très foncé et tout brillant, on a facilement des marques de doigts qui restent dessus. C'est pas dramatique, mais voilà, ça arrive facilement. Le dos est réversible, donc on a une sorte d'arbre de vie. Les tranches étaient neutres. Je les ai faites en vert foncé et j'ai l'impression que c'est pas trop mal. Ça donne mieux en vrai qu'à la caméra. Enfin, la différence entre les tranches et le dos est plus forte à la caméra qu'en vrai. Et pour info, si ça peut vous aider, j'ai utilisé le 51 Dark Green de chez Twin Marker. Donc c'est les marqueurs à l'alcool qu'on vend chez Action, qui coûtent rien du tout et qui fonctionnent très très bien. Quand on fait les tranches, en tout cas avec ce marqueur-là, bon, pour moi c'est pas un problème du tout, mais je le précise au cas où ça peut vous embêter. On verra absolument rien parce que je ne sais pas faire la mise au point, mais on a légèrement la couleur qui revient à l'avant sur le bord blanc. Pour moi, c'est pas du tout un souci et le plaisir et la beauté d'avoir des tranches est bien supérieur au fait d'avoir ces petites bavures sur le devant. Je préfère vous prévenir au cas où vous, ça vous dérange. Et voilà, on va regarder les cartes. Ce sera peut-être pas la vidéo la plus inspirée du monde parce que je vous dis, je l'ai encore tiré que quelques fois. Alors, le cavalier de pierre, le cheval. Donc on a beaucoup d'animaux dans les arcanes mineures. Le cavalier d'arc, le renard. Ce que j'aime bien, c'est que ce sont des représentations des animaux dans un cadre naturel. Ils ne sont pas humanisés. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. 5 de pierre, l'endurance. Avec une petite fille qui a l'air perdue dans la forêt et qui essaye de survivre. Hein. Pour un 5 de denier, ça paraît logique. 4 de pierre, la protection. Ici, c'est... Oui, 4 de pierre, c'est le 4 de denier. Donc, on s'éloigne un peu. Il y a pas mal de lames qui s'éloignent de la vision pure et dure traditionnelle du rider. Pour moi, c'est pas un problème dans le sens où c'est aussi un des intérêts d'avoir plein de tarots différents, c'est d'avoir des choses différentes. Mais si jamais il vous intéresse en tant que premier tarot, peut-être sachez que si vous allez après vers d'autres tarots, il faudra peut-être quand même un temps d'adaptation. Sous certains aspects, du coup, peut-être que certaines personnes pourraient le considérer comme... pas comme un oracle, mais un peu une jonction, une transition entre le tarot et l'oracle, peut-être. Moi, je me laisse guider quand même par le tarot, parce que je vous dis, pour moi, l'un des intérêts d'avoir plein de tarots différents, c'est aussi d'accepter que chacun a un peu sa vision. Le 9 de flèche, la consécration. C'est fort différent d'un 9 d'épée. Ça m'intrigue du coup. Qu'est-ce qu'il raconte dans le livret? Cette vidéo va durer 2 heures comme d'habitude. Un personnage vêtu de robe de peau décorée de motifs de feuilles se tient dans une clairière de la forêt enchantée. Un arc repose sur l'un de ses bras comme un violon, une flèche passant sur sa corde. 8 autres flèches sont éparpillées autour, comme repoussées par un bouclier invisible. Admettons, le guerrier spirituel consacre ses flèches d'inspiration en jouant de l'arc comme d'un instrument d'appel. L'engagement intérieur aide à garder l'équilibre en consacrant le savoir-faire au plus grand bien. Je ne sais pas si c'est la traduction qui fait ça, ou si le tarot est comme ça, mais je trouve quand même que c'est un peu perché. En tout cas, les fois où je l'ai tiré, je me suis un peu dit what the fuck. Et puis en trouvant un parallèle avec ma vie, ma question, ça m'a bien parlé. Mais là, d'entrée de jeu, c'est un peu perché. C'est vraiment ça que je ressens. Répondre à l'appel de consacrer sa vie à tout savoir-faire, chemin spirituel, système de croyance ou philosophie, exige de la sincérité, de l'autodiscipline et beaucoup de travail. C'est un appel sacré qui demande du temps et de l'effort.
Ceux qui l'entendent et deviennent guerriers spirituels et protecteurs de la terre doivent aussi faire preuve de responsabilité et d'esprit de sacrifice. Mais les flèches, c'est les bâtons ou c'est... Non, c'est les épées. Il semble superflu de nier que l'homme a eu un effet néfaste sur le climat de la planète et son atmosphère. Là, on rentre peut-être plus dans le 9 d'épée. À l'avenir, la conscience accrue de notre impact individuel sur l'écosystème prendra une signification plus considérable à l'avenir. Nous ne pouvons pas prédire l'effet que notre cupidité et notre exploitation acharnée de la Terre aura en dernière analyse, mais le défenseur déterminé doit protéger l'héritage vivant que nous laissons à nos enfants. Il est extrêmement important d'enseigner par exemple la valeur du respect pour les croyances et les philosophies d'autrui en honorant la Terre. Parfois, un simple rituel quotidien rappelle l'engagement pris de conserver et de protéger l'environnement. Ça me parle énormément, notamment par rapport au travail que je fais tous les jours au jardin. Consacrez-vous à la préservation de la terre et changez les choses. Voilà, clairement, c'est étrange pour un œuf d'épée. Après tout, ce n'est pas un œuf d'épée, c'est un œuf de flèche. Ne l'oublions pas. Donc pour moi, c'est déroutant. Il y a des parties qui sont un peu perchées, mais il y a vraiment quelque chose qui me touche quand je prends le temps de voir ce que ça me raconte. Voilà, faites-en ce que vous voulez. Alors, 21, l'arbre du monde, donc la notion du monde avec, on reconnaît sur l'arbre, on a toutes les saisons représentées. Et je sais que c'est pas spécialement ça l'idée, que ça a une autre signification, mais l'idée d'avoir un labyrinthe en dessous, ça me touche. Signification vraiment personnelle. Alors, 14, l'équilibre, donc c'est la tempérance, avec 2 serpents entrecroisés de 2 couleurs. On est vraiment dans la forêt sur toutes les cartes. Le roi de flèches, le martin pêcheur. Le 5 de flèches, la frustration, avec un chasseur et un bouquetin. J'espère qu'il ne va pas réussir à le tuer. Du coup, la frustration, c'est de ne pas l'avoir tué, mais... Pauvre petit bouquetin. Faut pas tuer les bouquetins. 7 de vase, donc le 7 de coupe, le deuil. C'est curieux. Un 7 de coupe qui fait un deuil. Je ne l'ai pas encore assez utilisé, je n'ai pas encore tombé sur toutes ces cartes. Elle n'aura jamais fini cette vidéo. Je vais quand même regarder ça parce que pour moi, le 7 de coupe, c'est... Enfin... Le 7 de coupe, c'est le fait d'avoir une apparence de choix. Non, c'est vrai qu'on peut... Enfin, c'est un peu tordu. Mais voilà, c'est toujours tordu, je trouve. Dans le 7 de coupe, pour moi, c'est toujours... Donc cette scène où on a toutes des coupes remplies de plein de trucs différents et donc on a l'impression qu'on a le choix, mais quelque part c'est une illusion dans le sens où on doit réellement choisir. On ne peut pas prendre toutes les coupes ensemble, on ne peut pas prendre toutes les coupes à la fois, on en prend une et le fait d'en avoir choisi une à un moment T fait que les autres deviennent inaccessibles, elles ne sont plus utilisables, atteignables. Et c'est vrai que dans cette vision, on choisit un chemin et donc quelque part il faut faire le deuil des autres chemins. Donc de ce point de vue-là, c'est une sorte de deuil. En tout cas un deuil des dimensions de soi-même qu'on ne peut pas réaliser, parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais c'est un peu chelou et un peu tiré par les cheveux. Pourquoi il a perdu en luminosité? Ne me dites pas que j'ai plus que 5% de batterie. Oh, je sais pas comment je vais m'en sortir avec le micro. Parce que je ne sais pas mettre le micro et charger en même temps. Vous aurez un son qui est pas raccord. Désolée. Il n'y a rien qui va dans cette vidéo. C'est le moment d'honorer les choses trépassées et de pleurer les choses disparues. Apprenez à laisser aller en rendant grâce pour les souvenirs précieux et en étant en paix avec le passé. Ouais, de ce point de vue-là, on peut voir le 7 de coupe, mais c'est... Pour moi, c'est quand même un peu chelou et un peu... C'est éloigné. Donc, est-ce que c'est vraiment un tarot ou est-ce qu'on se rapproche plus de l'oracle? Chacun aura son point de vue sur la question. Le 5 de vase, l'extase.
très différent du 5 de coupe du Rider, ou alors peut-être qu'il se base sur le Marseille. Chaque fois que je trouve qu'un Rider est étonnant, je me dis que c'est un Marseille, mais en fait ça n'a peut-être rien à voir. Non, parce que le 3DP n'a rien à voir avec le 3DP du Marseille. C'est ma seule référence. Voilà. Vous devrez faire avec le 2 d'arc, donc le 2 de bâton, la décision. Oui, mon amour. Le valet de flèche avec un... Le valet de flèche avec un petit roitelet. Dans la neige. Le cavalier de flèche avec un faucon. L'as de vase. Ce sont les os de la vie. Les as sont étonnants, je trouve, mais assez inspirants. J'ai 2 fois eu des as. J'ai eu l'as de denier et l'as d'épée dans des tirages. Et en général, les as, c'est pas les cartes que je préfère. Je les trouve... je sais que beaucoup de gens les aiment beaucoup, mais il n'y a pas grand-chose qui résonne en moi dans un as. Et ici, je trouvais ça vachement intéressant. Le valet de vase, la loutre. L'homme vert, donc comme empereur. Le cavalier de vase avec l'anguille. La reine de vase, le saumon, qui remonte la rivière. Le roi de vase, le héron. Du coup, la reine et le roi, il va se faire bouffer. Hein. Le valet d'arc, l'hermine. Limite. Dans l'appartement, je veux dire. Le 8, le cerf, donc c'est soit la force, soit la justice. Probablement la force. Qu'en pensez-vous? Le 5 d'arc, l'émancipation. Donc l'arc, c'est les bâtons. Ouais, les mots-clés sont vraiment étonnants. Je dis pas qu'il n'y a aucun rapport avec le Rider. Je dis juste que c'est déroutant, mais c'est intéressant. 8 d'arc, le feu de l'âtre. Donc c'est l'arc, c'est les bâtons du coup. Ouais, j'aurais jamais mis ça pour un 8 de bâton. C'est un tarot qui demandera du travail ou alors l'utiliser comme un oracle et se servir du livre. Mais je vous dis, le livre tel quel, tout ne me parle pas. Donc pour moi, ça demande un travail un peu personnel, un peu de la réflexion, le temps de trouver une signification qui nous parle. C'est des dessins assez soignés, assez précis. Il y a beaucoup de détails dans les dessins. Un style qui rappelle fort les BD... pas les comics, justement, les BD, plus à la française. Enfin, du monde francophone, en tout cas. Donc, le 7 d'arc, le dégagement. Donc, pour les arcs, c'est les bâtons, du coup. Bon, et là, ça a une logique de dire dégagement pour un set de bâtons. Pourquoi pas. Après, le rapport entre le mot-clé et l'illustration, peut-être avec de la réflexion, mais là, de prime abord, je ne l'ai pas. C'est pas un tarot immédiat. C'est pas je tire une carte et pouf, ça me parle, en tout cas pas moi. Faut voir si justement c'est quelque chose qui vous attire, qui vous intéresse de travailler, ou si, voilà, aussi, enfin, si vous aimez bien tirer une carte rapidement et que vous n'avez pas envie de passer 4 heures sur un tirage, c'est peut-être pas le jeu qui vous convient. Après, si vous avez déjà plein de tarots, justement, ça peut être une manière d'aller plus loin, de voir les choses différemment. Alors, le 7 de pierre, la guérison. Ça peut avoir une logique dans l'idée de laisser le temps de faire les choses. Laisser les choses prendre le temps qu'elles doivent prendre. Je ne sais pas si j'ai bien construit ma phrase. L'as d'arc, l'étincelle de vie. J'aime bien la notion de
Bah, c'est lié à la Wicca, hein, mais il y a quand même une notion fort animiste dans ce tarot, que je relie aussi évidemment à la notion du respect de toute forme de vie, qui me parle énormément. Le 10 d'arc, la responsabilité. Ça, c'est très bien, je trouve, comme... l'image est tout à fait classique pour un 10 de bâton, mais la notion de le lier à la responsabilité, c'est intéressant parce qu'en général, on parle toujours du 10 comme étant un trop gros fardeau, le fait de devoir déléguer. Mais ici, la notion de responsabilité, pour moi, ça fait aussi écho au fait que c'est pas qu'on ne veut pas déléguer, c'est que il n'y a pas toujours quelqu'un à qui le déléguer. Et le fait d'être... parfois, le fait d'être un adulte, c'est ça. C'est de se rendre compte que c'est censé être nous qui savons, c'est censé être nous qui faisons. Et même si c'est trop pour nous, il y a pas toujours quelqu'un à qui on peut donner le flambeau. Tatatam. Ça méritait d'être souligné. Je me disais que ma vidéo allait être trop courte, hein, donc... alors, la roue de fortune, on a je pense que c'est un métier à tisser. C'est étonnant de mettre un métier à tisser pour une roue de fortune. Et c'est chouette parce qu'on voit que dans l'image, on a à la fois le jour et la nuit qui sont présents tous les deux. Chaque carte me plonge dans une réflexion. Le 7 de flèches, l'insécurité. Le 6 de flèches, la transition. Pour un 6 d'épée, c'est logique. Le 6 de vase, donc le 6 de coupe, réunion. Donc je trouve ça joli. C'est souvent lié à l'enfance, à un bon souvenir, à la nostalgie. C'est joli d'avoir la notion de la réunion comme une réunion de famille qui, comme au bon vieux temps. C'est ça que ça m'évoque. La lune, qu'ils ont renommée en la lune sur l'eau. Donc, on voit la lune, mais on ne sait pas ce qui se cache dans les profondeurs. C'est très beau. Le 9 de pierre, la tradition. C'est joli, j'aurais pas dit ça pour un 9 de denier. Non, je l'aurais pas lié à la tradition. Mais c'est intéressant comme lecture. La lame 13, le voyage. 6, les amoureux de la forêt. Avec le rituel de hand fasting, je crois que ça se dit. De lier les mains. 4 de flèches, le repos. Qui fait presque plus penser à un repos d'un 10 d'épée. Mais pourquoi pas. 8 de flèches, l'effort. L'as de pierre, la base de la vie. 3 de flèches, jalousie. Je trouve ça intéressant parce que pour moi, c'est pas du tout le mot que je mettrais sur un 3 d'épée. Mais après, ça va tout à fait avec l'idée justement du cœur qui saigne. Du coup, c'est une proposition d'une interprétation supplémentaire. Après, vous allez peut-être me dire, oh bah non, pas du tout, le 3 d'épée, pour moi, ça a toujours été ça. Pour moi, non. Alors, le 2 de flèche, l'injustice. C'est intéressant de reprendre cette idée de justice par rapport à... Donc, on reconnaît bien le visuel du 2 d'épée habituel, mais en général, il est, à ma connaissance, pas spécialement lié à la notion de justice. Mais le fait d'avoir les yeux bandés, c'est intéressant. C'est ce que je dis toutes les lames, c'est intéressant. La femme verte en impératrice. Le voyant, donc c'est l'équivalent de la grande prêtresse ou de la papesse, selon votre tradition. Le roi de pierre, le loup.
le 10 de flèche, l'instruction. Le 10 de flèche, l'instruction. Mais du coup, j'aurais plutôt vu ça pour le 10 de denier. Ce jeu me perd. Alors, le miroir, c'est l'équivalent du pendu, qui est très étonnant comme association. Peut-être se regarder dans le miroir pour changer de point de vue sur soi-même. Ça pourrait coller à une représentation plus traditionnelle du pendu. Le 3 d'arc, l'épanouissement. Je maîtrise tellement peu le 3 de bâton que... Pourquoi pas. Le 2 de vase, l'attirance. La reine de flèche, le cygne. L'archer pour le chariot. Le gardien pour le diable. C'est étonnant, je trouve. C'est peut-être un jeu... c'est peut-être pas spécialement le jeu qu'on identifierait pour le travail de l'ombre, parce que c'est courant que quand un jeu a un visuel sombre, les gens disent « Ah, c'est pour le travail de l'ombre ». Moi, c'est pas spécialement comme ça que ça fonctionne. Je peux utiliser des jeux au visuel très sombre, plus comme des doudou decks, et puis des jeux qui ont l'air plus soft, plus passe-partout, en travail de l'ombre, parce que justement, ce qui y est présenté, proposé, me déconcerte, et donc ça me plonge dans une réflexion plus personnelle. Le chaman pour le battleur, magicien. Le grand ours pour le jugement. Le 6 d'arc, l'abondance. Ça peut avoir une logique avec la notion de réussite et de fierté. L'ancêtre pour le hiérophante ou le pape. La reine d'arc, le lièvre. Le roi d'arc, la vipère. Il pleut dehors. J'adore quand il pleut en été. Enfin, j'adore quand il pleut tout le temps. Le 2 de pierre, le défi. Le défi, c'est intéressant comme notion à relier aux deux de denier. En effet, trouver un équilibre est un défi, mais ouais, il est déroutant ce tarot, vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Le valet de pierre, le lynx. 6 de pierre, l'exploitation. Avec sans doute la réflexion que l'homme a trop pris à la nature et que la nature, entre guillemets, se venge. C'est pas vraiment une vengeance, mais c'est plus l'idée que le climat se dérègle et que l'homme a trop demandé. Donc il n'aura plus rien. Spoiler alerte. Le soleil de vie pour le soleil. La reine de pierre, l'ours. 4 de vase, l'ennui. C'est plus classique. Le vagabond pour le mat, le fou. L'homme encapuchonné pour l'ermite, où on retrouve le petit roitelet dans la neige. Tiens, c'est marrant. Est-ce que c'est le... Est-ce qu'il était aussi dans la neige, le roitelet Est-ce que c'est un zoom sur cette même image? Ah non, il n'est pas au même endroit, mais en effet, c'est bien un roitelet. On reconnaît non seulement les couleurs, mais aussi la position avec la petite queue vers le haut en pic. Je le trouve magnifique, cet ermite. Et aussi le fait qu'on soit dans la neige et que sur son habit, il y a tous des motifs de houx en fruits.
qu'on est probablement en hiver, qui est justement une saison qui est propice au travail intérieur, au repli sur soi, qui est typique de l'ermite. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Le 3 de vase, la joie. Le 4 d'arc, la célébration. Voilà, là on a toutes des cartes où c'est bon, je reconnais, j'ai compris. Le 9 d'arc, le respect. C'est intéressant ça comme notion alliée au 9 de bâton. L'as de flèche, le souffle de vie. Cette carte, je l'ai eu en tirage et elle m'a beaucoup intriguée. Le 9 de vase, la générosité. C'est marrant, je l'aurais pas du tout relié le 9 de coupe à cette notion. Mais ça a du sens. C'est juste que moi, j'aurais pas sorti ce mot. Le 8 de vase, la renaissance. Ce qui est très pertinent comme mot-clé. C'est un peu pour moi En général, pour moi, le 8 de coupe, c'est quand même... Oui, c'est la renaissance, mais c'est plus dur, quoi. Donc, c'est la version soft, on va dire. Le protecteur à la place de soit la justice, soit la force. C'est pas clair, en fait, de quelle est la force, quelle est la justice. Je vous laisse décider. Le 10 de pierre, la maison. C'est chouette parce que la maison a été construite autour de l'arbre. Et en même temps, on a ce portail de pierre autour où on se dit, tiens, est-ce que c'est une autre maison? Est-ce que c'est le portail qui mène à la propriété? Est-ce que c'est le point de vue d'une maison ou d'une autre maison? Bref. Le 10 de pierre. Le chêne foudroyé, donc c'est la maison Dieu ou la tour. L'étoile polaire pour l'étoile. L'idée de... C'est sympa ça comme idée, puisque l'étoile représente souvent un espoir, un idéal, donc quelque chose qui guide le chemin au sens figuré. Mais le fait de le relier à l'étoile polaire, ça guide le chemin littéralement. C'est joli comme analogie. Le 10 de vase, le bonheur. Le 3 de pierre, la créativité. Là aussi, c'est surprenant comme association. Et pour finir, le 8 de pierre, le savoir-faire. Là, on est d'accord. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette petite présentation vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce tarot, si vous l'avez vous-même, comment vous l'utilisez. Enfin, vraiment, les mêmes questions que d'habitude. Hein. J'aime bien savoir comment vous utilisez votre tarot, si vous l'employez pour un certain type de tirage, un certain type de travail, ou si pour vous c'est vraiment genre votre tarot chouchou de base que vous employez pour absolument tout. N'hésitez pas à me le dire. Dites-moi si je vous ai donné envie de l'acquérir ou de le ressortir peut-être si vous tombez par hasard sur cette vidéo. Après, le hasard d'un algorithme YouTube n'a de hasard que le nom. Mais voilà. C'est pas très cool à ranger avec cette méthode de couper le jeu en deux comme ça. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et sur ce, prenez soin de vous. Et je vous souhaite longue vie et prospérité.